Bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle de Magic et surtout de Commander multijoueur en mode fun et détendu. Je suis Sir Galahad et je m'engage à vous expliquer un nouveau deck. Notre commandeur du jour sera Kenrit, le roi réapparu. Mais une fois n'est pas coutume, notre plan de jeu ne sera pas du tout basé sur notre commandeur, bien qu'il pourra bien entendu s'avérer utile pour aider. Après tout, Kenrit c'est un vrai couteau suisse qui sait tout faire, on ne voit vraiment pas dans quel deck il ne pourrait pas être utile. Donc avant de révéler le plan de jeu, voyons un peu notre roi. Il sort sur 5 mana, donc un petit peu cher pour un commandeur, mais une seule mana blanche et 4 génériques, ce qui pour un jeu 5 couleurs est un gros avantage. Il a une force et une endurance de 5, ce qui en fait un combattant solide, bien que notre plan de jeu n'en ait pas spécialement besoin. Il dispose de 5 capacités activées, une pour chaque couleur de mana. La rouge nous permet, pour une mana seulement, de donner la célérité et le piétinement à toutes les créatures jusqu'à la fin du tour, y compris celles de nos adversaires. Et cela peut parfois être très amusant pour permettre à un combat entre deux adversaires de se passer beaucoup plus mal que prévu pour le joueur défenseur. La verte nous permet pour 2 mana de mettre un marqueur +1/+1 sur une créature afin de la renforcer. La blanche nous fera gagner 5 points de vie pour 3 mana. La bleue nous permettra de piocher une carte pour 4 mana. La noire enfin nous permet de réanimer une créature pour 5 mana. Ceci étant vu, il est temps maintenant d'aborder notre vrai plan de jeu. Nous avons un deck construit autour de deux plans de jeu très différents, mais assez amusants à jouer ensemble. D'une part, les cartes qui synergisent avec les terrains de type porte, et d'autre part, la mécanique des donjons et de l'initiative. Bien sûr, l'axe principal du deck est bel et bien les donjons. C'est sur ce plan de jeu que repose toute notre stratégie de victoire, et une fois bien installé, vous verrez que nous pourrons compléter un, voire parfois deux donjons par tour. Le jeu peut très vite vous faire jouer des tours qui vont durer assez longtemps. C'est le petit défaut du jeu en mode amical, vous allez monopoliser un peu le temps de jeu. Mais malgré ça, le jeu est vraiment très amusant à jouer. Il existe deux sortes de donjons. D'un côté, on a les classiques et de l'autre côté, on a l'initiative. Voyons d'abord les donjons classiques. Il y a le donjon du mage dément. Il faut 7 étapes pour le compléter et la dernière étape nous permet de piocher 3 cartes, de les révéler et de jouer gratuitement l'une d'entre elles. La mine oubliée de Foncreux, quant à elle, a 4 étapes pour être complétée, et la dernière étape nous permet seulement de piocher une carte. Et enfin, la tombe de l'annihilation. En général, on le fera en 4 étapes, bien qu'on puisse la faire en 3, mais ça nous coûte très cher. Et on n'y gagnera pas grand chose. La dernière étape nous donne une créature légendaire 4/4 contact mortel, ce qui est très intéressant. Je vous conseille de commencer par un des deux derniers donjons pour activer tous les effets qui disent si vous avez fini un donjon, alors vous aurez tel bonus. Si vous ne connaissez pas la mécanique des donjons et voulez en savoir plus, je vais mettre un lien en description vers une page qui explique tout ça très bien. Ensuite, il y a un quatrième donjon appelé les souterrains, mais qui est lié à une règle particulière de Magic qui s'appelle l'initiative. Il se finit en 5 étapes et la dernière étape nous permet de révéler les 10 cartes du dessus de notre bibliothèque, de choisir une créature parmi elles et de la mettre sur le champ de bataille avec 3 marqueurs +1/+1. Elle acquiert la défense talismanique jusqu'à notre prochain tour. Chaque carte qui dit aventurez-vous dans le donjon permet d'entrer dans un des 3 premiers donjons, mais seuls les effets permettant de prendre l'initiative permettent d'entrer dans les souterrains. Attention, si vous êtes déjà dans un donjon autre que les souterrains en prenant l'initiative, vous ne ferez qu'avancer dans le donjon où vous êtes déjà. Le choix du donjon dans lequel on entre va dépendre de l'étape de jeu. Si on a déjà fini un donjon et qu'on n'a pas encore pris les 5 terrains de base qu'il y a dans le deck, aller dans les souterrains devrait être votre priorité car la dernière salle a clairement l'effet le plus intéressant. Notre plan de jeu n'est pas basé sur notre commandeur, mais il n'en demeure pas moins un deck 5 couleurs. Il nous faut donc une base de mana solide. Nous jouons avec les 20 terrains de type porte qui donnent toujours au moins 2 couleurs et pas mal de terrains qui servent à fixer la mana. Nous avons en tout 38 terrains dans le jeu, donc 5 terrains de base, un de chaque couleur. Nous avons 3 cartes qui aident à payer la mana des capacités activées. Elles synergisent très bien avec notre commandeur évidemment, mais aussi avec beaucoup d'autres cartes importantes de notre jeu. Il s'agit de Passeur Rouge, chef des casse-coups, le familier du biomancien et Zirda, éveilleur de l'aube. Nous reviendrons sur ces 3 cartes plus tard. Nous avons 3 artefacts à mana, l'ornithoptère de paradis, le cachet d'ésotérisme et le tournevis sonique qui peut en plus rendre une créature imbloquable. Nous avons 3 sources de création de jetons trésors, le sac d'explorateur qui ne servira qu'une seule fois, la quête de butin et Safana surineuse de Porte Kalim. Cette dernière produira très souvent jusqu'à 3 jetons par tour. Inga et Ezika transforment toutes nos créatures en source de mana pour jouer nos sorts de créatures. Comme il y a en tout 37 autres sorts de créatures dans le jeu, elle sera toujours très utile. De plus, elle pourra aussi nous permettre de piocher régulièrement.
L'aventurier de Montprofond et la carte du donjon donnent aussi de la mana et synergisent en plus avec notre plan de jeu basé sur les donjons. Hélas, la mana qu'ils donnent ne peut pas être de n'importe quelle couleur, ce qui est un petit défaut. Nous avons 4 cartes permettant d'aller chercher les cartes de terrain de type porte, l'orbe de navigation, ouvrez les portes, chemin sinueux et explorer l'outre-terre. Je vous recommande d'aller toujours chercher en premier la porte de Gonde qui permet à toutes nos portes d'arriver en jeu dégagé, ce qui accélérera considérablement notre jeu. Pour finir, nous avons la possibilité d'aller chercher des terrains de base chaque fois qu'on entre dans les souterrains, ce qui arrivera souvent une fois notre plan de jeu bien installé. Et de plus, la troisième salle des souterrains à droite, appelée réserve, permet de créer un jeton trésor. Et on peut aussi créer un jeton dans les tunnels de la mine, la deuxième salle des mines oubliées de fond creux, ou aussi, grâce au donjon du mage dément, nous pouvons créer un trésor dans la troisième salle qui s'appelle le bazar gobelin. Avancer dans les donjons est notre principal plan de jeu. Nous avons donc un très gros focus sur cet aspect avec un tiers du deck consacré à cette stratégie. C'est ce qui fait qu'on va vraiment aller très très vite dans les donjons et souvent en finir plusieurs par tour. Nous avons 20 cartes qui nous feront avancer dans les donjons dès qu'elles arrivent en jeu, 4 qui nous feront avancer dans les donjons en attaquant et 9 qui nous feront avancer dans les donjons avec d'autres mécaniques souvent répétables. Nous avons 4 cartes qui nous font avancer dans le donjon tout simplement. Il y a l'apprenti excentrique, la bête éclipsante, Barrowin du clan Undur et le Solar radieux. Quand ils arrivent en jeu, ils déclenchent automatiquement l'avancée dans le donjon. Notons que l'apprenti excentrique va réduire une défense ennemie en transformant un bloqueur redoutable en une créature 1-1. La bête éclipsante peut être renvoyée en main et rejouée. Barrowin peut réanimer des petites créatures si on a fini un donjon, et le Solar Radieux nous fera avancer dans le donjon à chaque fois qu'une autre créature non jeton arrivera aussi en jeu sous notre contrôle. Nous avons ensuite 16 cartes qui permettent de prendre l'initiative quand elles arrivent en jeu. Nous n'allons pas nous attarder sur toutes ces cartes, seulement sur les plus intéressantes. L'ensorceleur bouillessant va très bien synergiser avec Safana surineuse de Port-Calim en nous permettant de sacrifier nos trésors pour inciter des créatures adverses. L'exploratrice acquérie va rendre une créature imbloquable et nous faire explorer si elle est du bon type. Nous avons 19 créatures qui sont d'un des types adéquats. Elle sera une de nos cartes les plus agressives dans le jeu, surtout combinée avec les marqueurs plus 1 obtenus grâce à l'exploration et par la capacité verte de notre commandeur. Soulignons ici une synergie intéressante entre l'exploratrice aguerrie et Kenrit, le roi réapparu. En effet, lorsque l'on explore, on révèle la carte du dessus de notre bibliothèque et si ce n'est pas un terrain, on peut décider de le mettre dans le cimetière. Nous pourrons alors utiliser la dernière capacité de Kenrit pour une mana noire et 4 incolores afin de récupérer cette créature directement sur le champ de bataille. Pour une créature qui peut coûter assez cher en mana, ça peut être très intéressant, mais surtout si nous disposons du familier du biomancien, de Zirda, éveilleur de l'aube ou du pinceau rouge chef des casse-coups, nous pourrions alors mettre une créature en jeu pour moins cher que son vrai coût de mana. Et là, c'est vraiment très intéressant. Le fou de guerre violent est une carte très intéressante dans notre jeu car l'adversaire aura tendance à ne pas vouloir la bloquer, et elle sera alors la cible parfaite de l'enchantement en vol. La voyante des passages va rapidement grossir et elle a le lien de vie. Elle va nous être très utile pour nous maintenir en vie malgré la relative vulnérabilité de notre deck en défense. En plus, elle synergise très bien avec la deuxième capacité de notre commandeur. Rilza Rael Kaïd est une créature incroyablement forte dans notre stratégie. Finir un donjon ne sera qu'une simple formalité dans notre plan de jeu, et une fois que c'est fait, il donnera à la fois initiative et contact mortel à une de nos créatures attaquantes, lui permettant d'attaquer presque en totale impunité. En combinaison avec une créature comme par exemple le chasseur-vengeur qui a en plus le piétinement et les marqueurs +1/+1 que notre commandeur peut rajouter, cela peut se transformer en une condition de victoire si les adversaires ne parviennent pas rapidement à gérer tout ça. L'aventurière du tombeau des horreurs est sans doute une des cartes les plus puissantes de notre jeu. Elle coûte beaucoup de mana avant d'être utile, et pour l'utiliser, il faudra aussi dépenser beaucoup de mana. Mais chaque fois qu'on va lancer notre deuxième sort, on va pouvoir le copier. Et une fois qu'on aura fini un donjon, c'est-à-dire très tôt dans la partie, on pourra même le copier 2 fois. Et copier 2 fois une carte comme par exemple le berger des âmes ou la querelle de butin peuvent rapidement nous donner la victoire. La torche du pionnier n'est pas une carte très puissante, mais elle est incroyablement synergique avec une carte comme Riza Raed Kaïd ou la Tropale, car le contact mortel s'appliquera alors avant même que la créature bloqueuse puisse toucher notre créature.
La querelle de butin est sans doute une des cartes les plus puissantes de notre jeu et une condition de victoire à elle toute seule. Comme je vous l'ai dit, une fois en place, notre plan de jeu nous permet de finir jusqu'à 2 donjons par tour sans trop de difficultés. Et poser 2 dragons 5-5 vols par tour, c'est vraiment rapidement ingérable pour nos adversaires. Nous avons maintenant 4 cartes qui peuvent nous faire avancer dans les donjons simplement en attaquant. La première, Madison Yuan Ti, et la seconde, Envol, synergisent incroyablement bien ensemble. Car si on met l'aura sur Madison, alors on obtient une créature qui est imbloquable lorsqu'elle attaque toute seule et qu'elle nous fera avancer 2 fois dans le donjon. Nous avons ensuite la Pérégrine Intrépide qui requiert une attaque assez puissante pour se déclencher, mais qui peut être renforcée par les marqueurs +1/+1 de Kenrit, et l'examen approfondi qui nous fera piocher en plus à chaque fois qu'on avancera dans le donjon. Enfin, nous avons 9 autres cartes qui nous font avancer dans le donjon d'une autre façon, comme par exemple le Faucon du Rôdeur, pas facile à utiliser. Il immobilise 2 créatures et coûte de la mana, mais en synergie avec par exemple le Familier du Biomancien, on peut avancer tous les tours dans le donjon pour une mana en engageant le Faucon et le Familier, créatures de toute façon peu utiles en défense. Des frises des voies secrètes requiert qu'une carte de créature aille dans notre cimetière pour s'activer. Notre jeu n'est pas basé sur le sacrifice, il sera pas forcément facile de profiter au maximum de cette capacité. Néanmoins, il y a une petite synergie avec l'exploratrice aguerrie qui peut permettre de mettre des cartes de créatures au cimetière lorsque nous faisons l'exploration. Cependant, la deuxième capacité de Séphris, sa capacité de réanimation qui se déclenche à chaque fois qu'on finit un donjon, sera toujours extrêmement utile. Rappelons-nous qu'on est capable dans ce jeu de finir des donjons quasiment chaque tour. Varys est une carte majeure dans notre deck. Il nous fera avancer dans les donjons chaque tour quasiment. Il nous défendra des attaques volantes dès qu'on lui aura mis quelques marqueurs +1/+1 avec notre commandeur. Il nous permettra de créer régulièrement des jetons de créatures une fois le plan de jeu bien en place. Bref, il est absolument incontournable. Le sceptre inamovible est une carte très intéressante car elle peut soit servir de gestion en neutralisant n'importe quel permanent, y compris un terrain et y compris un commandeur adverse, soit pour avancer dans les donjons. Hélas, il coûte assez cher à utiliser de façon récurrente, mais avec par exemple Zirda Éveilleur de l'Aube, le coût devient tout à fait acceptable. Les deux artefacts, 15 mètres de corde et la carte du donjon, nous permettront tous deux d'avancer dans les donjons une fois par tour sans problème. Malheureusement, il faut disposer de Zirda Éveilleur de l'Aube ou de Passe Rouge pour profiter d'eux sans se saigner en mana. Notons au passage que 15 mètres de corde peut aussi empêcher une créature adverse de se désengager et donc potentiellement servir un petit peu de sort de gestion. Le sac de l'explorateur, enfoncer la porte et explorer l'outre-terre ne fonctionneront qu'une seule fois, mais ces cartes synergisent quand même bien avec notre plan de jeu, aussi nous les y avons ajoutées. Nous allons avancer dans les donjons et cela nous donnera énormément d'avantages. Par exemple, si on parcourt la mine oubliée de Creux, on pourra appliquer le regard 1 dès la première salle, créer un jeton trésor dans la seconde, réduire de 4 points l'attaque d'une grosse menace ennemie dans la troisième salle et enfin piocher une carte. Si on imagine qu'on est capable de faire ces 4 actions en un tour, c'est vraiment pas mal du tout et celui-ci est le moins intéressant de nos donjons. Néanmoins, les deux donjons qui donnent la meilleure récompense de fin sont les souterrains et le donjon du mage dément. Si vous n'avez pas besoin de finir des donjons pour déclencher des effets, il vaudra mieux privilégier ces donjons même s'ils sont plus longs à finir. Amapachar et le fouilleur de donjons. Ces deux cartes vont permettre de doubler les effets produits par toutes les pièces de donjon qu'on va visiter. La synergie est si puissante que cela peut rapidement devenir absolument démentiel. Leur seul point faible, c'est qu'ils sont tous les deux légendaires et qu'on ne peut pas les copier. Quel dommage. Imoen, arnaqueuse mystique, et Safana, surineuse de Port-Calim. Elles fonctionnent toutes les deux de la même façon. Si on a l'initiative à la fin de notre tour, on peut déclencher leur effet, et si on a déjà fini un donjon, l'effet est augmenté. Avec Imoen, on pioche une carte à la fin du tour, 2 si on a fini un donjon. Avec Safana, on crée un trésor à la fin du tour, 3 si on a fini un donjon. Comme il sera très facile dans notre plan de jeu de bénéficier de l'effet amélioré, ces deux cartes sont vraiment très intéressantes. La première carte qui peut redéclencher des effets d'arrivée en jeu est tout simplement notre commandeur puisqu'il peut réanimer une créature morte pour une mana noire et 4 mana génériques. Cephris fera la même chose à chaque fois qu'on finira un donjon. Attaquer avec une créature pour qu'elle meure juste avant de déclencher un effet qui nous fait finir un donjon sera souvent une de nos stratégies.
L'érudit Vedalken peut renvoyer en main n'importe quel permanent pour qu'on puisse le rejouer et redéclencher ses effets d'arrivée en jeu. Il peut faire cela à la vitesse d'un éphémère et peut donc protéger un permanent d'un sort de gestion, mais mieux encore, en combinaison avec l'aventurière du tombeau des horreurs, il peut nous permettre de copier encore et encore une de nos cartes de permanent. Ça coûte très cher en mana, mais ça peut vraiment être très puissant. Imaginez par exemple une carte comme la querelle de butin que l'on copierait plusieurs fois, ça peut rapidement devenir totalement ingérable pour nos adversaires. La bête éclipsante fonctionne sur le même principe, mais de prime abord en beaucoup moins fort car elle ne peut se renvoyer qu'elle-même. Il faut 7 mana en tout pour la remonter en main et la rejouer, c'est très cher. Mais si on dispose par exemple du familier du biomancien et de la créature Inga et Ezika, on peut alors avoir une synergie très intéressante. On peut remonter la bête éclipsante pour une mana bleue et une colorless, puis engager 3 de nos créatures pour la rejouer et piocher une carte au passage. Le berger des âmes, l'envoûteuse de Brume Péri, le Danseforme. Ces trois cartes vont nous permettre d'exiler une de nos cartes, puis la renvoyer en jeu, redéclenchant tous ses effets d'arrivée en jeu. Si on a en jeu une créature qui nous fait avancer en arrivant, et à côté le Solar Radieux, on avancera même 2 fois dans les donjons à chaque utilisation de cet effet. Là encore, cela peut devenir rapidement extrêmement puissant. Alora, voleuse joyeuse. Elle va fonctionner un peu comme l'érudit Vedalken en remontant en main une de nos créatures pour qu'on puisse la rejouer et redéclencher ses effets d'arrivée en jeu. Sauf qu'au passage, on aura pu blesser un adversaire en imbloquable, c'est vraiment intéressant. Même si ça coûte relativement cher en mana, on voudra utiliser des petites créatures pour économiser au maximum, comme par exemple l'apprenti excentrique ou l'aventurière du plumet blanc. La ruse du familier, le numéro de disparition et la résolution hors réalité, ce sont nos trois seuls sorts de gestion et tous ont pour but de nous permettre de redéclencher un effet d'arrivée en jeu d'un de nos permanents. À utiliser vraiment avec prudence car nous n'en avons que 3 dans tout notre jeu. Avec sa capacité à mettre des marqueurs +1/+1 sur des créatures de façon récurrente et rapide, Kenrit peut être vraiment à lui tout seul une grosse menace. Si en plus on peut rendre des créatures imbloquables grâce à Paumeuse de Jess, alors on va pouvoir vraiment mettre une pression sur l'adversaire et tout ça sans prendre aucun risque. Criddle de la Porte de Baldur. Il est déjà utile tout seul, mais couplé à l'enchantement Envol ou avec l'enchantement Examen approfondi, il sera vraiment très intéressant. Archétype de l'imagination. Cette carte est une de nos conditions de victoire à elle toute seule. Elle rendra quasiment toujours toutes nos créatures imbloquables. Seules les créatures avec la portée pourront encore nous gêner, et il n'y en a pas si souvent que ça sur le champ de bataille. En plus de nous donner un avantage offensif incroyablement puissant, elle nous offre aussi un avantage défensif puisque nos créatures pourront bloquer toujours les créatures adverses, hormis celles qui sont imbloquables bien entendu. Nous avons déjà vu précédemment Alora, joyeuse voleuse, l'exploratrice aguerrie, Rilza Raël Caïd, le tournevis sonique et l'apprenti excentrique. Je ne vais pas revenir sur ces cartes qui vont nous aider à attaquer nos adversaires à chaque tour de façon très efficace. Il y a 20 cartes de terrain de type porte dans notre jeu et c'est notre plan de jeu secondaire. Il sera surtout là pour ajouter un petit peu de fun supplémentaire à notre dynamique, mais il inclut lui aussi une condition de victoire au cas où. Il s'agit de la carte La fin du labyrinthe. C'est une carte que j'avais gagnée à un tournoi à l'époque de la sortie de l'extension et je la trouve très chère à utiliser, c'est presque impossible de gagner avec, mais si on contrôle Zirda éveilleur de l'aube ou qu'on a de la mana à plus savoir qu'en faire, elle devient presque jouable. La porte de Baldur. C'est un terrain qui deviendra rentable dès lors qu'on aura au moins 4 portes en jeu, ou 3 portes si on a Zirda. Mais une fois qu'on a suffisamment de portes, et ça peut aller assez vite, c'est un terrain qui peut devenir très puissant, surtout en synergie avec notre commandeur. Si on a Zirda ou le familier du biomancien en jeu, la porte va nous donner la mana colorée pour activer plusieurs fois la capacité choisie. On pourrait par exemple activer 5 ou 6 fois la capacité blanche pour gagner d'un coup 25 ou 30 points de vie et transformer une défaite en contre-attaque victorieuse. La porte de côté. Cette porte nous permettra de créer des jetons trésors à condition d'avoir 2 terrains disponibles en plus d'elle-même qui ne serviront que pour ça. C'est un petit bonus qu'on aura rarement l'occasion d'exploiter mais qui demeure intéressant en milieu voire fin de partie et qu'on pourra activer en fin de tour d'un adversaire histoire de garder cette mana disponible pour autre chose au cas où. La porte de Gonde, c'est la première porte à aller chercher avec nos tuteurs de porte. Elle nous permettra de jouer toutes nos prochaines portes dégagées, ce qui sera vraiment très intéressant puisque la plupart d'entre elles arrivent malheureusement en jeu engagé. La porte du basilic, une carte qui nous permettra d'attaquer de façon beaucoup plus violente. Dommage qu'elle ne s'utilise qu'à la vitesse d'un rituel, mais tout de même, elle peut rapidement nous permettre de mettre énormément de pression lors de nos attaques.
Le périmètre crépitant. Pouvoir engager nos portes juste au début de l'étape de fin du dernier adversaire avant notre tour pour blesser chaque adversaire, c'est vraiment très intéressant. Selon comment se passe la partie, cela peut même devenir une condition de victoire. Garder cet enchantement en main par exemple en regardant deux adversaires s'étriper, puis le poser et les achever pour gagner la partie, c'est un moment toujours très jouissif. Défendez les portes. Cet enchantement est vraiment très puissant. Très régulièrement, il donnera un énorme bonus de défense à toutes nos créatures, les rendant très difficiles à tuer au combat. Et leur donnant en plus la vigilance, ce qui est vraiment un point pas négligeable du tout. Notre jeu ne brillant pas spécialement par son côté défensif. Le sommet de la guilde. Un moteur de pioche quand il arrive et quand on joue une porte, une bonne carte sans pour autant être si forte que ça. Seulement un peu plus de la moitié de nos terrains sont des portes après tout. À côté de cela, nous avons 4 sorts nous permettront d'aller chercher des portes, l'orbe de navigation, ouvrez les portes, le chemin sinueux et explorer l'outre-terre. Rappelez-vous d'aller toujours en priorité chercher la porte de Gonde qui reste notre porte la plus intéressante en début de partie. La première carte de notre jeu qui peut être utilisée pour piocher, c'est bien sûr notre commandeur. Mais si nous n'avons pas en jeu le familier biomancien ou Zirda éveilleur de l'aube, cette capacité coûte si cher qu'on l'utilisera vraiment peu souvent. Ensuite, nous avons un moyen plus ou moins inhérent à notre plan de jeu de piocher, les donjons. En effet, on peut piocher une carte dans la quatrième pièce des souterrains, par exemple, archives. On peut aussi piocher trois cartes dans la septième et dernière pièce du donjon du mage dément, le repère du mage dément. Et en bonus, on pourra même jouer une de ces trois cartes gratuitement. Enfin, on pourra aussi piocher une carte dans la quatrième et dernière pièce de la mine oubliée de Fancreux, le temple de Dumatouin. Étant donné la vitesse à laquelle on va avancer dans les donjons, on devrait vraiment piocher très souvent si on choisit d'aller vers ces pièces-là. Imoen, arnaqueuse, mystique est une carte que nous avons déjà vue précédemment. Elle nous fera piocher une à deux cartes par tour quasiment de façon systématique. En effet, dans notre plan de jeu, il est vraiment très facile d'avoir l'initiative ou de la reprendre sans même avoir à combattre. Inga et Ezika, en plus de nous donner des sources de mana très utiles, nous permettra de piocher très souvent. Nous avons beaucoup de créatures qui n'ont pas de vocation à attaquer ou à bloquer et qu'on sera ravi d'utiliser pour avoir de la mana et piocher. Le sac d'explorateur ne se déclenchera qu'une seule fois. L'examen approfondi nous coûtera de la mana et qu'on soit en mesure d'attaquer. Quant au sommet des guides, il requiert qu'on joue un terrain de type porte. Ce sont nos moteurs de pioche les moins performants la plupart du temps, mais ils ont quand même le mérite d'être là. Je voulais vous parler de cette carte, mais je ne savais pas vraiment dans quelle partie elle méritait qu'on s'y étende vraiment. Il existe en fait un troisième plan de jeu masqué dans notre deck, et c'est la synergie entre notre commandeur et Passo Rouge, chef des casse-coups. La deuxième capacité de notre commandeur coûte une mana verte et une mana générique. Passe au rouge nous donne une mana d'une seule couleur de notre choix pour chaque point de force dont il dispose et il commence avec deux. Nous pouvons très rapidement le faire grossir sans investir énormément de mana autre que celle générée par Passe au rouge, juste en l'engageant et en ajoutant un mana pour arrondir au nombre pair si c'est nécessaire. On peut augmenter sa force de façon exponentielle et arrivé à un certain point, on pourra utiliser la boîte à outils qu'est Kenrit pour faire des choses incroyables en quelques tours. Ces deux cartes peuvent à elles seules devenir une source d'inquiétude réelle pour nos adversaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et j'espère sincèrement que vous l'avez aimé. Pour avoir testé ce deck un grand nombre de fois, je vous garantis qu'il est vraiment original et très amusant à jouer. Même si parfois son départ n'est pas foudroyant, ce qui à plusieurs joueurs n'est pas toujours un problème, vous vous amuserez toujours avec ce deck. Je sais qu'il existe des cartes puissantes qui synergisent très bien avec le plan de jeu, mais qui ne sont pas toujours budget et je voulais garder un esprit fun et amical autour de ce deck et le rendre accessible à tout le monde. Par exemple, la carte OBK fractionneuse de seconde va parfaitement dans le jeu puisqu'elle déclenche plusieurs phases d'entretien à laquelle on gagne l'initiative et donc on avance dans les donjons. Tout comme Agatha du Ville Chaudron, si vous avez cette carte en jeu avec le commandeur, vous pouvez faire des choses démentielles. Si vous avez ces cartes, ajoutez-les, elles feront merveille dans ce deck. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Cette vidéo est maintenant finie. Faire ces vidéos demande beaucoup de temps et d'efforts et je débute dans cette nouvelle passion. Aussi, si vous pouvez mettre un pouce, vous abonner ou encore mieux partager cette vidéo autour de vous, cela m'aiderait énormément. J'apprécie aussi un petit commentaire auquel je serais ravi de répondre. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis Sir Galahad et je vous souhaite plein de parties pleines de fun.